Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidия TV pour le 19-15. Sans plus attendre, les principaux titres de ce samedi 11 octobre. Paix et sécurité en Afrique et défis de la nation arabe sont au centre de la visite du président soudanais Omar al-Bashir à Alger pour donner un coup de fouet à la traditionnelle coopération algéro-soudanaise. L'Algérie appelle à des réformes du système économique mondial ainsi qu'à l'amélioration des conditions sociales lors de la tenue des assises du Fonds monétaire international à Lima, au Pérou. La reprise en main du complexe sidérurgique d'Al-Hadjar n'est pas une opération de nationalisation, bien au contraire, c'est une restructuration qui n'a nécessité aucune contribution du Trésor public. International avec la Syrie, l'armée régulière gagne du terrain grâce aux frappes russes et libère des territoires considérés comme stratégiques. Nous débutons ce journal avec la paix et la sécurité en Afrique et les défis de la nation arabe qui sont au centre de la visite d'État entamée ce dimanche à Alger par le président soudanais Omar Hassan al-Bashir à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Plus de précisions avec Abdelhak Bouatoura. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait exprimé dans un message adressé en mars dernier au président soudanais sa grande satisfaction quant aux relations fraternelles et de coopération solides qui unissent les deux pays frères, insistant sur la nécessité de les consolider et les développer dans différents domaines. Le président soudanais avait lui aussi salué, lors d'une audience accordée au président de l'Assemblée populaire nationale, M. Mohamed Al-Arbi Ould Khalifa, représentant du président Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture d'Omar Hassan al-Bashir, président du Soudan après sa réélection en juin dernier. La position de l'Algérie et ses efforts pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région. S'agissant des relations économiques et commerciales entre les deux pays, le chef de la mission soudanaise en Algérie avait indiqué qu'elle enregistrait une dynamique de plus en plus perceptible et souligné que la réunion prévue avant la fin de l'année en cours de la commission mixte entre les deux pays œuvrerait à consolider les liens de coopération et à les hisser au plus haut niveau. Il s'agit de projets à même d'intensifier les investissements algériens dans son pays, avait-il dit. Les deux pays avaient convenu en juin dernier d'entamer de part et d'autre l'élaboration d'un mémorandum d'entente fixant les axes de coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en vue d'une éventuelle signature lors de la prochaine session de la commission mixte entre les deux pays. Ainsi, à travers les déclarations d'intention des deux pays, il apparaît clairement que les relations algéro-soudanaises ont de beaux jours devant elles. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Mohamed Laksassi, a appelé à partir de Lima, lors de la tenue des assises du FMI, à l'accélération des réformes dans les différentes économies du monde, afin d'accroître la croissance et de diversifier l'économie mondiale. Plus de détails avec Neriman Rezgen. Des réformes structurelles sont nécessaires dans les différents groupes de pays afin d'accroître la croissance potentielle, assurer la diversification économique et améliorer les conditions sociales et l'équité, a déclaré M. Laksassi lors de la réunion du comité monétaire et financier du Fonds monétaire international FMI et qui s'est exprimé au nom de l'Algérie, du Ghana, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Maroc, du Pakistan et de la Tunisie. M. Laksassi a tenu à préciser que suivant les spécificités de chaque pays, au groupe de pays, les priorités vont des réformes, des marchés du travail et des produits aux réformes pour améliorer l'efficience des dépenses sociales, aux réformes des entreprises publiques et du secteur de l'énergie, à celles visant l'amélioration de l'environnement des affaires. Il a invité à ce propos le FMI à porter son soutien aux réformes souhaitées par les pays émergents et en développement. Il a affirmé que certains pays émergents et en développement devront rééquilibrer leur politique budgétaire tout en limitant les effets négatifs sur les dépenses d'infrastructures et sociales ainsi que sur la croissance de long terme. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a évoqué en outre la situation que connaissent certains pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord sur le plan humain, mais également économique. La croissance devrait rester modérée en 2015 et atteindre 2,5%, mais elle est projetée à 3,9% en 2016, a-t-il souligné. D'autre part, il a estimé que la levée des sanctions contre l'Iran devrait avoir des effets positifs sur le commerce intra-régional et l'activité économique dans la région, même s'il s'attend à des pressions temporaires sur les prix du pétrole. Par ailleurs, M. Laksassi a affirmé attendre un renforcement du travail de surveillance du FMI et à son adaptation aux circonstances spécifiques des pays membres.
Toujours sur l'économie, la reprise en main du complexe sidérurgique d'Al Hadjar, détenu jusqu'alors par le conglomérat indien ArcelorMittal, n'est ni une opération de renationalisation ni de nationalisation, affirme le président directeur général du groupe Imetal, Kamel Djoudi, aujourd'hui sur les ondes de la radio algérienne. Le compte rendu de Neriman Rezgan. Lors de son passage à la radio nationale, M. Djoudi assure que l'État n'est pas impliqué dans cette opération et qu'il n'a nullement l'intention de vouloir réinstaurer un système de monopole. Le programme d'investissement relatif à cette opération a, dit-il, été négocié avec les banques et inclut des apports d'actionnaires et n'a nécessité le versement d'aucun sou. La restructuration de cette usine, signale par ailleurs M. Djoudi, va nécessiter un investissement d'environ 600 millions de dollars obtenu auprès de la Banque extérieure d'Algérie, 120 millions de dinars mobilisés par des actionnaires et 80 millions de dollars provenant d'ArcelorMittal. Al Hadjar va produire 1,2 million de tonnes d'acier et lors d'une seconde phase, parvenir à une production globale de 2,2 millions de tonnes. Celle-ci sera fortement appuyée par le projet de Bellara, Jijel, appelé à produire une fois terminé quelques 4 millions de tonnes d'acier. Aujourd'hui, on importe en acier à peu près 6 à 7 millions de tonnes. Nous déboursons la facture aujourd'hui, elle est évaluée à 7 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une situation où on ne peut pas se permettre de saigner notre balance commerciale à ce niveau. 2018, nous aurons satisfait la production, les besoins du marché national. Revenons à l'usine d'Al Hadjar, le PDG d'Imetal garantit que tous les emplois seront préservés et que de plus un programme de recrutement est en cours pour rajeunir les effectifs. Il en sera de même, poursuit-il, pour les 1000 travailleurs activant dans le secteur minier. Les autres actions, poursuit-il, vont justement consister à reprendre en main les mines de fer alimentant Al Hadjar et à relancer le projet d'exploitation de celle de Garage Billet, un projet de dimension nationale où tous les secteurs ainsi que les moyens de financement seront mobilisés. Garage Billet, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui est un grand chantier. C'est un chantier où je dirais, dépasserait les capacités de Imetal. On va pouvoir avoir besoin de la contribution de tous les secteurs concernés, parce que par exemple, il faudrait avoir aussi la contribution du ministère des Transports en ce qui concerne donc la voie ferrée pour transporter le minerai, les travaux publics, l'énergie, etc. Donc, je dirais, c'est un projet à dimension nationale. Entamé mercredi dernier, l'évacuation des 4500 familles habitant le bidonville Ramli dans la commune de Guéde-Constantine s'achèvera au plus tard ce dimanche. Karim Ashtotah nous explique l'évolution de la situation. L'évacuation du bidonville Ramli a commencé mercredi dernier à 5 h du matin. L'opération est réalisée à 80% et nous prévoyons de l'achever au plus tard ce dimanche, a précisé un intervenant dans la plus grande opération de déménagement jamais réalisée dans la capitale. Pour assurer des bonnes conditions au déménagement des familles, 2000 camions, 5 bus de transport de voyageurs de 100 places chacun et 2400 agents ont été mobilisés. La démolition des baraques s'effectue après chaque évacuation des familles quittant le site. 20 engins de travaux publics et 100 travailleurs sont engagés dans les travaux de démolition des baraques. L'opération est réalisée à 80%, a souligné un cadre de la direction de la wilaya des ressources en eau. Une fois que leurs affaires auront été chargées dans les camions, les familles d'Ramli seront orientées vers le quartier général de la wilaya déléguée de Bir Morad Raïs, installé à 300 mètres du fameux bidonville. Initialement, l'évacuation des 4500 familles, dont 2500 à reloger à la cité des 3555 logements de Sidi Hamed dans la commune de Mftah, wilaya de Blida, devait se dérouler en 3 phases pendant 2 semaines. En matière de lutte contre l'habitat précaire, l'éradication des baraques d'Ramli a été la priorité de la wilaya depuis janvier 2015, date du lancement au niveau de la commune de Guéde-Constantine de l'étude des dossiers des familles, dont le recasement était prévu en janvier dernier. Cette opération permettra à la wilaya d'Alger de relancer les travaux de réalisation de 2 projets structurants pour la capitale, à savoir le viaduc de Oued Ouchayah et l'aménagement de Oued El-Harrach. Routière, un nouveau système de radar de contrôle de vitesse de dernière génération est désormais opérationnel sur les routes. La gendarmerie nationale a mis en service 571 systèmes de radars de contrôle de vitesse de dernière génération en 2015, mobiles, discrets, embarqués sur véhicules et capables de détecter les chauffards.
Neriman Erzgen nous détaille le sujet. La nouvelle acquisition s'inscrit dans le cadre de la démarche générale adoptée par l'État et en plus des multiples dispositions entreprises visant à instaurer une nouvelle culture de sécurité routière, a fait savoir le général de la gendarmerie nationale, Gir Badawi. La démarche vise à renforcer les dispositifs de prévention pour mieux lutter contre les accidents de la route et pour intercepter les contrevenants impliqués dans les accidents qui engendrent chaque année des milliers de morts et de blessés, en plus des dégâts matériels considérables. Ces nouveaux moyens sont déployés afin d'identifier les conducteurs dangereux qui roulent avec excès de vitesse et qui provoquent souvent des accidents mortels, indique le général Badawi. قامت قيادة الدرك الوطني بالوضع حيز الخدمة ابتداء من هذا اليوم 10 أكتوبر 2015 عبر كافة شبكة الطرقات ل 571 نظام رادار مراقبة السرعة جد متطور آخر تكنولوجيا لسنة 2015 متنقل مموه ومثبت علامات السيارات مختلفة الأنواع يعني مثل كل المركبات اللي يستعملها المواطن. Il a expliqué à cette occasion que la mise en service de ce système va se faire de manière progressive, annonçant qu'elle sera généralisée d'ici à mars de l'année prochaine. Le général a relevé que les 500 radars déjà en service seront déployés sur les chemins des wilayas et des communes afin d'atteindre une complémentarité entre les deux systèmes. Il permet, selon le même responsable, l'enregistrement de la vidéo prise par la caméra permettant l'interception des conducteurs auteurs de conduite dangereuse, le contrôle des véhicules permettant d'intercepter les véhicules en excès de vitesse dans les deux sens, le contrôle des véhicules de jour comme de nuit dans toutes les conditions climatiques à l'aide d'un système d'infrarouge et l'élaboration en temps réel du procès verbal des infractions constatées. Toujours sur le même sujet, la route continue malheureusement de tuer. Le dernier bilan de la gendarmerie nationale est très inquiétant et confirme la persistance des causes de ce véritable terrorisme de la route. Les détails avec Neriman Erzgen. 2949 personnes sont mortes dans des accidents de la route durant les 9 premiers mois de 2015, contre 3129 durant la même période de 2014, soit une baisse de 180 cas, selon un bilan de la gendarmerie nationale. Le nombre de blessés enregistrés durant la même période de l'année en cours s'élève à 29 479 cas, soit également une baisse comparativement à celui enregistré durant la même période en 2014, 35 586 cas, représentant un recul de 6 107 cas, note la même source. Quant au nombre d'accidents signalés, il est passé de 19 262 en 2014 à 16 241 en 2015, soit une baisse de 3 021 accidents. Le bilan fait état également d'une moyenne de 11 décès, de 130 blessés et 70 accidents enregistrés quotidiennement durant les 9 premiers mois de 2015. Culture, la sauvegarde et la mise en valeur de la vieille médina d'Alger, la Casbah, exigent des moyens entre autres financiers. Ainsi, une enveloppe financière initiale de 24 milliards de dinars a été dégagée pour la réhabilitation de ce joyau architectural classé patrimoine international. Yamina Bahir nous fait le point. 24 milliards de dinars ont été alloués pour la réhabilitation et la mise en valeur de la Casbah d'Alger, dont 4 milliards de dinars sont destinés à la restauration de la citadelle de la vieille médina d'Alger. La citadelle de la Casbah d'Alger, considérée comme l'un des édifices les plus importants de cette médina, sera rénovée et ouvrira ses portes au public en 2020. Pour les édifices religieux, à l'instar de la mosquée Kichawa, le taux d'avancement des travaux de rénovation et de réhabilitation de cette mosquée est de plus de 50%. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1992, la Casbah d'Alger fait l'objet depuis 2008 d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur dans le but de lui restituer son image d'antan. Le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger s'étend sur une superficie de 105 hectares et englobe en son sein une multitude d'édifices remarquables faisant partie intégrante de la vieille Médina, la citadelle, les palais, le bastion 23, les édifices religieux et autres. Le reste, que des vestiges enfuis, se trouve sous la place des Martyrs et que plusieurs pièces archéologiques et de vestiges d'anciennes bâtisses de différentes époques ont été découverts à 34 mètres de profondeur lors des travaux de réalisation de la station de la place des Martyrs du métro d'Alger. International maintenant, l'armée syrienne aidée par les raids aériens russes progressait ce dimanche face à la mosaïque de groupes armés et à leur tête les terroristes de Daesh. Tandis que l'organisation humanitaire Human Rights Watch a accusé Moscou de fournir dans cette guerre un nouveau type de bombe à sous-munitions. Le résumé de Yamina Bahir. Au 12e jour de l'intervention russe, les forces gouvernementales syriennes ont gagné du terrain sur 2 axes. Dans la province centrale de Hama vers la route internationale d'Amas-Alep
et sur les collines de Latakia dans l'ouest du pays. Dans la région centrale de Hama, l'offensive se déroule selon un arc s'étendant de l'est de Khan Cheikhoun au sud vers Kafar Nabouda pour prendre l'ennemi en tenaille. Cette offensive vise à reprendre la plaine de Sahel Gheb qui se trouve à l'intersection des provinces de Hama, de Latakia et d'Idleb, a affirmé Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Par ailleurs, selon l'OSDH, l'armée a également progressé dans l'ouest du pays en s'emparant de la ville de Kafar Dalaba dans la région montagneuse de Latakia. Si les forces gouvernementales continuent de gagner du terrain dans ce secteur, cela leur offrirait un atout pour une offensive sur la province d'Idleb contrôlée par Daesh. La province d'Idleb était tombée en avril aux mains de l'armée de la conquête composée des alliés au front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Par ailleurs, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a accusé dimanche la Russie d'utiliser ou de fournir à l'armée syrienne un nouveau genre de bombe à sous-munitions plus performantes. À Washington, le Pentagone a annoncé des progrès lors de nouvelles discussions avec Moscou destinées à éviter tout incident entre les avions russes et américains dans l'espace aérien syrien. Enfin, un responsable iranien a affirmé dimanche qu'un haut commandant des gardiens de la révolution, le général Hussein Hamdani, tué cette semaine en Syrie, avait participé à 80 opérations dans ce pays en guerre. La suite de l'escalade de violence en Palestine, 2 Palestiniens tués dans un raid israélien à Gaza, le Hamas menace Israël de représailles. Au Tchad, au moins 41 morts dans une attaque suicide à Boko Haram. Sahara occidental, le Polisario appelle l'ONU à mettre fin au blocus imposé. Afghanistan, un convoi de l'OTAN visé par l'attentat suicide à Kaboul. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Une femme enceinte et sa fille de 2 ans ont été tuées dans un raid aérien israélien ce dimanche à Gaza lors d'une nouvelle journée de violence qui font craindre une 3e intifada. Tôt ce matin, l'aviation israélienne a mené un raid en représailles à un nouveau tir de roquettes qui a été intercepté samedi soir dans le sud d'Israël, a indiqué l'armée en affirmant que la cible était 2 ateliers de fabrication d'armes du Hamas. Le mouvement palestinien Hamas a mis en garde Israël ce dimanche contre la poursuite de ces actes insensés. Le terrorisme n'a pas frappé qu'en Turquie samedi, il a aussi tué au Tchad. Une triple attaque revendiquée par Boko Haram a fait plus de 41 morts dans une ville tchadienne du lac Tchad. De puissantes explosions ont eu lieu dans l'après-midi sous la préfecture tchadienne de Bagassoula, la première sur le marché aux poissons et les 2 autres dans un quartier périphérique qui accueille de nombreux réfugiés. Selon une source humanitaire, c'est un adolescent kamikaze qui aurait fait exploser la première bombe, les 2 autres étant le fait de femmes voilées. Au moins 41 personnes sont décédées et 52 blessées. Le Premier ministre sahraoui Abdelkader Taleb Omar a appelé hier samedi depuis le camp de Boujdour des réfugiés sahraouis. L'Organisation des Nations Unies a marqué des avancées afin de mettre fin au blocus auquel fait face la cause sahraoui. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devrait effectuer une visite dans la région avant fin 2015 et sera précédé par d'autres missions de préparation à mener par son envoyé personnel Christopher Ross et le Front Polisario fonde de larges espoirs sur ses prochaines visites afin qu'il soit mis un terme au blocus auquel fait face la cause sahraoui, a-t-il déclaré. Un kamikaze taliban a fait exploser ce dimanche son véhicule au passage d'un convoi de l'OTAN à Kaboul, signe de l'instabilité persistante en Afghanistan 2 semaines après la prise spectaculaire de Kunduz. Cet attentat suicide commis à 1 heure de pointe dans le centre de la capitale afghane a blessé au moins 3 civils dont un bébé selon un premier bilan. Un bilan relativement léger au vu de l'intensité de la déflagration qui a projeté une épaisse colonne de fumée dans le ciel de Kaboul. Sous l'effet de l'explosion, un véhicule blindé est allé violemment percuter le bord de la rue. Sport avec de la boxe anglaise catégorie poids mouche. Le boxeur algérien Mohamed Flissi affrontera le numéro 2 mondial Elvin Mamishzada, l'Azerbaïdjanais, en demi-finale des championnats du monde 2015 de boxe, prévu demain lundi à Doha. Flissi, le numéro 3 mondial, s'est qualifié en demi-finale en dominant le Costa-Ricain Rodriguez David sur le score de 2 rounds à 1, alors que Mamishzada a battu le Britannique Ali Mohamed. Le vice-champion du monde algérien 2013 a assuré une médaille de bronze après cette qualification pour le dernier carré de la compétition. L'Algérie prend part à la 18e édition des championnats du monde avec une équipe de 7 boxeurs, dont 6 ont déjà été éliminés. Au total, rappelons que 258 boxeurs représentant 74 pays participent aux mondiaux de Doha avec l'objectif de monter sur le podium et arracher les 23 billets qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.
C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Numida TV pour la suite des programmes et rendez-vous demain à la même heure.